On a parlé de maintenance 4.0, maintenance connectée précédemment. On va en reparler, mais cette fois en allant un peu plus dans le détail de la maintenance, c'est-à-dire avec une application, enfin une démarche de digitalisation de la maintenance, avec Monsieur Mavila, donc, qui est fondateur, c'est ça, fondateur de la société Diamant, et Arnaud Zobel, donc son associé, également consultant spécialisé dans la maintenance industrielle, voilà, qui vont vous parler tour à tour d'une démarche pas à pas, comment entreprendre la maintenance 4.0. Pour ma part, moi je suis Olivier Guillon, donc le rédacteur en chef, journaliste d'abord, et rédacteur en chef de la revue Production Maintenance que vous avez donc à l'entrée et que vous pourrez également prendre évidemment voilà, pour, pour votre table de chevet si jamais vous avez du mal à dormir. Donc, je vous laisse la parole. Merci. Bonjour à tous. Merci d'être là, présent. Pour se présenter rapidement, moi je suis, on va dire, un natif de la maintenance. J'ai commencé comme technicien, ça fait 30 ans que j'en fais. Depuis 2013, nous avons créé Diamant, suite à la frustration de pouvoir traiter nos données en maintenance plus que des données de gestion, c'est de traiter des données techniques. Donc nous avons créé un cabinet qui est spécialisé dans le management de la maintenance. Nous avons une expérience opérationnelle, managériale et de business. Nous avons travaillé pour des grands groupes dans l'externalisation. Et nous accompagnons aujourd'hui des industriels, grands comme petits, à réfléchir sur leur transformation avant de commencer à digitaliser et d'intégrer tout en marchant la digitalisation, sachant qu'il y a une situation actuelle. Voilà. Arnaud. Bien, bonjour, moi je suis Arnaud Zobel. Comme Jean-Pierre, je suis tombé dedans quand j'étais tout petit. J'ai travaillé principalement dans les sociétés de services. Mon domaine de spécialité, c'est le conseil en organisation et en changement de la maintenance. Et également tout ce qui concerne le métier de l'externalisation des prestations. Parce que le monde des sous-traitants n'est pas à l'abri de l'informatisation et de la digitalisation de ses clients. Et que ça aussi, c'est un point qu'il faut prendre en compte dans le cadre de vos démarches. Alors nous allons vous proposer de suivre un petit parcours. La première chose que je vous présente, c'est situer les enjeux de la maintenance par rapport au 4.0. On vient tous d'une situation que vous connaissez. La maturité de la maintenance est très variable en fonction des industries, de la culture industrielle. Et malgré tout, la technologie pousse un peu. C'est aujourd'hui l'offre qui fait la demande. Pour être clair, c'est la maturité sur la demande du 4.0, elle est très faible. Et c'est important de comprendre les enjeux, en fait, qui vont à la fois se jouer sur vos organisations et vos outils. La deuxième question qui se pose, c'est face à cette compréhension des enjeux de votre situation, c'est quelles sont les propositions finalement compatibles avec votre réalité. Votre réalité qui est industrielle d'une part, mais aussi culturelle en maintenance, avec votre niveau d'externalisation, les compétences, hein, le turnover qui s'est passé. Et en quoi cette transformation va imposer dans les organisations des changements et des méthodes. Alors on parle beaucoup depuis quelques années de méthodes maintenance. On va voir que les méthodes se transforment, y compris dans l'enseignement. L'informatique, je n'ai pas besoin de le dire, mais va toucher tous les métiers, touche déjà tous les métiers. Et on a connu l'ère de l'automatisme. L'informatique industrielle et la connaissance de ces outils-là va transformer également les méthodes de maintenance, les approches méthodologiques. Et on va parler d'ingénierie de maintenance de façon beaucoup plus concrète que ce qu'on pouvait en parler il y a 10 ans. Quand on vous en parlait, c'était plutôt, on va dire, un outil de séduction, l'ingénierie. Aujourd'hui, ça devient vraiment une nécessité, hein, avec la modernisation des outils industriels. Et comment doit s'opérer un projet dans le temps? Alors, on a parlé tout à l'heure, il y avait la question de le changement. En fait, il y a des changements qui se font, on va dire, de façon culturelle, naturellement. On a tous un portable dans les mains, nos enfants naissent avec maintenant. Malgré tout, dans les organisations, ces projets impliquent beaucoup de changements et ça nécessite d'accompagner, y compris le management, dans son nouveau style. Donc, on va voir de façon très concrète, nous, sur des projets maintenant, ce que l'on a menés, comment on a développé des approches très pragmatiques que l'on transfère à nos clients, parce que l'objectif, c'est pas de rendre dépendants nos clients, y compris des outils, mais de les rendre autonomes et de se les approprier. Vous avez entendu tout à l'heure qu'il y a un nouveau mode économique également.
On a tendance à louer des solutions, on n'en est pas propriétaire. Alors on a une autre solution, nous, c'est qu'on vous donne les mains sur notre solution. Parce qu'on est convaincu dans notre vision que les entreprises vont se doter de compétences informatiques et que l'informatique va être une fonction aussi importante que la finance dans les entreprises, même industrielles. Il y a de grosses sociétés de services qui se sont dotées de compétences en développement informatique. Pourquoi? Parce que essayez de changer de logiciel quand vous avez Microsoft. Quel est votre niveau de captivité? C'est une vraie question. Et vos données, dans tous les cas, elles vont rester chez vous. Parce qu'aujourd'hui, on fait de l'argent avec la donnée. La donnée, c'est du pétrole. Et c'est le vôtre. Alors, c'est quoi le changement avec le 4.0? Tout d'abord, écologiquement, en effet, vous en avez parlé, il y a des impacts économiques, mais on va voir sur le plan numérique et technologique que la problématique pour la maintenance va se situer au niveau des organisations qui vont devoir intégrer ce digital et réfléchir finalement à mais toutes ces données, lesquelles dont on a besoin pour être plus efficace. Parce que des données, il y en a plein. Et il ne s'agit pas non plus de réinventer la roue. En maintenance, on sait de quelles données on a besoin pour faire de l'analyse en fiabilité. Objectif premier, c'est fiabiliser vos équipements. C'est le cœur de métier de la maintenance. Ce métier tient tout d'abord à des compétences. C'est la racine de notre métier, de beaucoup de métiers, c'est la compétence humaine. Tant en quantité qu'en qualité, parce que notre métier est d'abord technique. C'est la colonne vertébrale de la maintenance. Notre métier, c'est rendre fiables les équipements à un coût acceptable pour l'industriel. Et on a transformé un peu ce métier vers une gestion économique. Vous connaissez les outils, je ne vais pas en parler. On appelle ça des GMAO, qui nous ont plus ou moins rendu contraints de justifier finalement le coût qu'on représentait. Le métier est technique à la base. Et c'est bien ça qu'on perd. Donc c'est la colonne vertébrale. Et on va regarder ces facteurs et ce levier par rapport à ce filtre. Parce que ça va vous aider à bâtir votre parcours. Ça s'appuie sur quoi? Bien évidemment, sur une organisation. L'organisation, c'est 50% de la performance dans l'entreprise. On a des déperditions et 50% des leviers de développement se trouvent dans l'organisation. Et en effet, cette organisation est contrainte par un budget. C'est une contrainte, le budget. Et en fonction de ça, on va essayer de chercher des résultats techniques pour essayer de faire l'équation. Donc on fait tout un chemin à l'envers. On a une contrainte budgétaire et on essaie de trouver avec nos données des solutions techniques et organisationnelles. Alors que d'abord, il y a un proverbe qui se dit mieux connaître pour mieux gérer. Et si vous connaissez bien le comportement de vos machines et de votre parc et de votre organisation, vous trouverez facilement les leviers économiques face à des contraintes. Alors, comment aujourd'hui c'est influencé? Sur le plan technique et économique, on voit que les technologies sont très abordables. On est de moins en moins captif, on peut changer. Il y a les IoT, le big data, le machine learning, tout ça, c'est des solutions. Comme votre caisse à outils où vous avez des extracteurs d'éroulement, vous avez de plus en plus d'outils pour faire la maintenance. Dans l'automobile, le parallèle, c'est la valise de diagnostic. Et finalement, on s'est un peu inspiré de ça parce que l'automobile est très en avance sur ça. Ça nous amène à quoi? On ne fait plus beaucoup de reporting, on va vers du monitoring, c'est-à-dire mesurer des indicateurs de plus en plus rapidement et envoyer des infos aux utilisateurs comme vos messageries mail. Vous êtes averti d'avoir un mail, vous êtes averti que vous avez un rendez-vous avec votre agenda. L'idée, c'est finalement, est-ce que je ne peux pas être averti quand ma machine a des paramètres en dehors de la normale? Ça s'appelle du monitoring, des systèmes de surveillance. Et il y a aussi le lean manufacturing. C'est quoi? C'est la capacité à pouvoir produire sur mesure. C'est-à-dire, là aussi, avec des organisations agiles. On a de moins en moins de hiérarchie. On commence à rentrer dans des organisations de plus en plus autonomes avec des responsabilités. Ça va toucher l'organisation. Ça ne changera pas beaucoup par rapport à ces facteurs, mais ça va changer la façon de gérer la réactivité. On va parler de plus en plus, au-delà des aspects qualité, sécurité, environnement qui vont rester dans tous les cas majeurs et vont continuer à se renforcer, on va parler de plus en plus d'organisation proactive et de maintenance proactive. Alors nous, on ne parle pas de maintenance prévisionnelle, on a une approche proactive. Pourquoi? Parce que j'ai appris qu'être manager en maintenance,
c'était surtout ne pas être tiré par mes équipes qui avaient de l'avance, c'était moi plutôt d'avoir une vision et d'amener mes équipes, malgré le quotidien, à essayer de se projeter, être proactif, anticiper les compétences, anticiper les problèmes et anticiper les changements d'organisation. Donc on va parler de maintenance proactive. Et les anglo-saxons, il y a une méthodologie qui s'appelle Proactive Asset Management. Vous avez parlé d'assets, on ne parle plus forcément de maintenance, mais de management des assets. Il y a un aspect financier, un choix entre investir ou maintenir. Et le proactif, c'est en effet, c'est ça qu'il va falloir anticiper. Le lean et la productivité ne vont pas cesser d'augmenter. D'autant plus qu'avec les machines intelligentes et les technologies, on va aller de plus en plus vite dans les productivités et la modernisation de l'outil. Ça nous amène à quoi? À une valeur ajoutée de plus en plus forte. Alors c'est très difficile de mesurer la valeur ajoutée en maintenance, parce que si je vous posais la question, comment vous pouvez aujourd'hui mesurer que votre maintenance a de la valeur ajoutée et n'est pas juste un centre de coût? C'est ce qu'on essaie d'apporter à nos clients, c'est cette capacité à y répondre. Il y a de la valeur ajoutée. Si on sait un peu aborder les coûts en maintenance au niveau de l'entreprise, des assets, des immobilisations, des pertes de production, on est très jugé sur les pertes. Quand ça ne marche pas, on pense à nous. Quand ça marche, c'est normal, on a fait notre boulot. Et c'est très difficile de justifier. Ensuite, il y a une autre tendance qui arrive, et Arnaud en parlait, l'externalisation. On a connu l'externalisation en maintenance dans les années 90-2000. C'était lot par lot, métier par métier. On a vu dans les structures, commencer par les utilités, les énergies. De plus en plus aujourd'hui, la production commence à être touchée, et avec des logiques de globalisation sur le plan national. Aujourd'hui, le marché est arrivé à maturité. Vous voyez qu'il y a des concentrations, il y a des grands opérateurs en face des industriels. Je ne les cite pas, mais il y a de moins en moins de sociétés. Hein. Il y a eu de l'externalisation et de la fusion dans les sociétés. Et je ne citerai pas certains. Donc l'externalisation, face à ça, les industriels veulent globaliser. C'est des marchés nationaux de plus en plus. Et aujourd'hui, on accompagne de grands groupes à externaliser leur maintenance sur le plan national. Et c'est une problématique parce que ça nécessite justement de bien discerner ce que vous allez confier en termes de méthode et d'ingénierie à votre opérateur. Parce que là aussi, c'est une captivité potentielle en termes d'outils et de digitalisation. Et enfin, la flexibilité. La démarche que l'on propose sur cette logique, c'est que la maintenance, avec ses 4 axes, tient dans son développement à des leviers. Pour comprendre et traduire des besoins techniques dans l'organisation en maintenance, on a besoin d'ingénierie. L'ingénierie, c'est quoi? C'est concevoir, analyser et améliorer en continu les stratégies de maintenance, les politiques de maintenance, adapter. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse sur mon matériel? C'est l'ingénierie qui fait ça. L'organisation, entre les ressources, en effet, on réalise cette maintenance. Il faut la préparer, la planifier. On parle de méthode et on parle d'exécution. Et tous ces axes sont reliés. Notre approche, l'approche que l'on propose, ce n'est pas d'avoir une approche fonctionnelle, mais systémique. C'est-à-dire d'évaluer les déséquilibres qu'il y a entre chaque axe. Et la première chose, c'est comme une pizza, c'est comme une roue, une dynamique. Avant de vouloir aller vite, il faut équilibrer les roues. Et plus il y a des déséquilibres dans les axes, moins vous pourrez aller vite. Il faudra d'abord rééquilibrer, maîtriser mieux vos processus. En effet, bien souvent on voit dans l'exploitation que quand je n'ai pas les pièces, je reviens 2 fois. Et 80% des problèmes dans la planification en maintenance sont liés à une mauvaise définition des besoins de stock. Pour les gestionnaires, il y en a trop. Pour les gens en maintenance, il n'y a jamais ce qu'il faut. Et ça coûte très cher les stocks. Pareil, vous voulez externaliser? Qu'est-ce que vous voulez externaliser? Si vous ne savez pas concevoir vos plans, vous ne saurez pas non plus sous-traiter quelque chose que vous ne savez pas faire. L'ingénierie est fondamentale. Donc plus vous irez vers la sous-traitance, plus vous aurez besoin de renforcer votre capacité en termes d'ingénierie de maintenance. Et le reste, je vous l'ai dit, il y a des liens entre la technique et les ressources. Quand on a ce filtre-là, on aborde tous les problèmes, que ce soit la digitalisation, que ce soit la maintenance, l'externalisation, la réorganisation en maintenance. En fait, vous allez pouvoir filtrer avec cette approche le projet le plus adapté dans votre contexte, quel qu'il soit. En quoi la transformation est nécessaire et sur quoi ça va toucher? Les objectifs techniques, c'est
à travers l'évolution qu'il y a aujourd'hui du 4.0, mettre les équipements sous contrôle et prévenir les défaillances. C'est le cœur de métier de la maintenance. On le fait avec des outils aujourd'hui. Le digital, c'est un outil parmi d'autres. Sur le plan humain, faciliter les diagnostics terrain. En effet, gagner du temps, de la compétence, comprendre le fonctionnement des machines, elles vont devenir plus complexes. Et partager les connaissances. On est de plus en plus dans un mode de fonctionnement en réseau, collaboratif, réseaux sociaux. En effet, la maintenance a aussi à y gagner, à partager des informations. Je parle au niveau d'un site, mais d'un groupe, multi-site, et pourquoi pas, je dirais, au niveau un peu général, professionnel. Combien de fois on refait des choses qui existent déjà? Sur le plan économique, c'est de pouvoir justifier que la maintenance, avec le 4.0, va pouvoir augmenter la valeur ajoutée et donc la rentabilité des actifs. La rentabilité, ça veut dire quoi? La disponibilité va augmenter et les coûts de maintenance vont être maîtrisés proportionnellement. Je ne dis pas diminuer parce que bien souvent, c'est une hérésie. Il faut investir en maintenance. Je veux dire, quand vous voulez refaire chez vous vos fenêtres, je ne sais pas, mais vous ne mettez pas des briques à la place. Vous allez investir. Pourquoi? Parce que vous allez vous y retrouver dans une économie derrière. Donc bien souvent, c'est des erreurs de calcul qui sont faites, parce qu'on a toujours la culture que pour faire de la performance, il faut réduire les coûts. Non, proportionnellement, il faut donner de la disponibilité s'il y en a besoin. Mais tout ce que je raconte, là, ça n'a rien à voir avec le 4.0. Ça a toujours été comme ça. La question, c'est comment le 4.0 va y répondre maintenant. En quoi ça va vous aider? Alors, je vais passer vite sur ça, mais en quoi ça va vous aider? Le 4.0, le digital, tout ça, c'est de l'informatique. Et aujourd'hui, ça fait 20 ans qu'on a des outils informatiques. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Est-ce que le traitement de vos données, aujourd'hui, est satisfaisant avec vos outils? 69% des entreprises qui ont mis leur GMAO, ou en place, vous avez vu le monde de l'ERP arriver, je vais vous montrer un autre slide, ont vu se rigidifier la capacité à traiter les données. Vous devez collecter des données et enregistrer ces données. Et moi, ce qui m'a poussé je dirais, dans la révolte à créer ce qu'on a fait, c'est de voir des ingénieurs en maintenance qui passaient leur temps derrière Excel, qui n'allaient plus sur le terrain parce qu'on finalement on les utilise à faire ce qu'on ne veut pas faire, ce qu'on ne sait pas faire, c'est-à-dire faire de l'Excel, des macros, et ça devient l'outil des méthodes et de l'ingénierie. C'est pas normal. C'est pas normal. Si on doit faire des méthodes, il faut être sur les terrains. Il faut servir les gens. En quoi je peux faire gagner en productivité? Les analyses des résultats, trop consommateurs de temps. Ça, c'est vrai. Plus de 20% de vos gens qui font ça, c'est de la perte de temps. C'est de la perte de temps. C'est un peu comme aujourd'hui, encore utiliser le tournevis et le marteau pour démonter des boulons, quoi. Il y a des clés, il faut trouver les bons outils. Pour ça, il faut comprendre d'où on vient. L'ère de la base de données, comment tout ça, ça commence à s'informatiser et qu'est-ce qui se passe? Parce qu'aujourd'hui, la difficulté, c'est d'arriver à convaincre qu'il y a la nécessité d'avoir un outil de gestion dans les entreprises qui va devenir central, mais toutes les perceptions des spécialistes démontrent bien qu'il y a un besoin métier, d'outils métiers. C'est une marguerite qui est en train de se passer dans le système. Il y a des résistances, elles ne sont pas forcément maintenance. Elles sont au niveau du système d'information, parce qu'en effet, on ne maîtrise pas trop aujourd'hui ce qui est proposé. Mais les GMAO sont montés vers les ERP. Dernière en date, il y a 3 ans, on a prévu que Carl allait se faire acheter. Carl s'est fait racheter. Par qui? Berger-le-Haut. Un ERP des mairies, du tertiaire. IBM DataStream en 2004, 2008. La concentration du marché s'est faite. 5 leaders du marché qui sont aujourd'hui dans la GMAO des ERP. 50 petits éditeurs qui représentent 50 millions d'euros et qui ont l'enjeu, eux, c'est digitaliser. Parce que ce n'est pas du tout le même business model et c'est se tirer une balle dans les pieds aujourd'hui que de vouloir transformer une GMAO en outil de collecte de données et d'analyse de données. Dans un modèle économique qui va être celui de vous en devenez propriétaire potentiellement des données. Ce n'est pas le cas. Donc le tablette, les digitales, tout ça amène à quoi? À ouvrir un champ qui est entre le système d'information, on va voir la mobilité,
Ça s'est déjà développé avec les GMAO. On commence à attaquer les opérations de masse, les inspections, les rondes. Ça, c'est compliqué avec une GMAO. Hein. Vous n'ouvrez pas un OT pour chaque inspection, c'est pas vrai. Vous ouvrez un OT pour enregistrer des heures et à la fin du mois, vous clôturez toutes les heures pour mettre les pièces. Le contenu technique, vous en faites quoi? Ça fait 30 ans que moi j'ai entendu qu'il fallait faire des comptes rendus. Ben, les gens sur le terrain, des comptes rendus, vous en faites quoi? Ça sert à qui? D'accord? Donc on vient vers les IoT. Donc les outils qui se développent aujourd'hui, c'est d'aller chercher les données sur les machines. Bien sûr qu'il faut les remonter à un moment donné dans le système d'information. Mais quoi? Pour faire quoi? Ce dont on a besoin maintenant, c'est de pouvoir travailler l'architecture des données. Créer de l'arborescence. Dans une GMAO, c'est fini, vous ne pouvez pas. Une fois que c'est fait, c'est fait. Parce que derrière, il y a l'architecture des coûts. Il y a le bilan et le compte d'exploitation qui va être fait. Vous ne pouvez plus toucher à l'arborescence. Donc si vous avez besoin de faire des analyses et de décomposer la machine en fonction des besoins, c'est fini, vous ne pouvez pas. Voilà le marché de la GMAO. Ce que je vous ai expliqué. Les gros de la GMAO se concentrent et s'internationalisent. Donc c'est des logiques aussi. Apprenez aussi à savoir qui veut vous vendre quoi. Moi je vais vous le dire, ce qui vaut de l'or, ce sont vos données. Je ne vais pas le démontrer, hein. Regardez Facebook, hein, c'est gratuit. Mais pourtant, ça gagne de l'argent. Donc vos données. Et connaître vos données de fonctionnement sur les machines, c'est la matière première de votre connaissance de votre parc. Donc ça, un éditeur de GMAO, ce n'est pas ce qu'il faisait avant, c'était installé. Maintenant, à vous de savoir ce que vous voulez et qu'est-ce que vous voulez devenir. La valeur ajoutée que l'on peut vous apporter en maintenance, et je vais laisser la parole, parce que moi aussi je parle beaucoup, mais à mon collègue. L'objectif, c'est d'exploiter 100% de vos données issues du terrain. Ça sous-entend se poser la question, est-ce que j'ai besoin dans un OT d'avoir toutes ces informations avec des écrans aussi riches qui finalement qui ne me servent à rien? De quoi j'ai besoin pour comprendre ce qui se passe? Parce qu'après, je vais pouvoir traiter ça à une vitesse plus rapide et avoir des alertes, anticiper, être proactif. Il y a deux catégories de données. Celles qui viennent des machines, demain, les machines, on parle d'IoT, en effet, tous les objets vont commencer à fournir des données. Il faudra juste les sélectionner. Regardez vos mails. C'est un outil de communication, on est tous inondés. On ne sait plus ce qui est important, urgent et futile. Et regardez combien de temps vous passez à traiter vos données. Donc, il faut se poser des questions sur les données de vos machines. Et ça, c'est une approche technique, ce n'est pas une approche informatique. Et ensuite, il y a les données liées aux activités. Hein, il y a la machine qui va donner des données, mais il y a aussi vos gens. Malgré le fait qu'on parle d'IoT, vous ne mettrez pas des capteurs sur toutes les machines. D'ailleurs, il y a eu l'information, plus il y aura de machines connectées, plus il y aura d'hommes en maintenance. C'est bizarre. On en aura besoin. En effet, il y aura toujours des hommes. Il y aura des sous-traitants qui vont faire des activités. Mais comment vous voulez analyser la maintenance que sur un bout de la lorgnette? C'est-à-dire juste la partie capteur? Ben non. Il y a des corrélations à faire avec l'activité, les temps d'attente. C'est bien d'être averti qu'il va y avoir une panne, mais est-ce que l'organisation sait répondre au bon moment pour l'éviter? On a tous des plans de maintenance préventive. Vous arrivez tous à les faire? Et pourquoi? Par contre, vous êtes au rendez-vous, vous avez préparé, il y a les pièces en stock, et c'est bizarre, on n'est toujours pas au rendez-vous. Soit on est trop près, et c'est de notre côté, on n'a pas les machines, soit de notre côté, on est en retard, parce qu'on n'a pas les bonhommes. Donc, on a toujours ce décalage-là. Et monitorer les organisations, c'est possible. Modéliser votre efficacité en maintenance par l'organisation, souvenez-vous, 50% de la performance se trouve dans les processus, l'organisation, la coordination. Et 50 autres % de l'efficacité en maintenance, elle est sur le plan technique. Votre performance technique, comprendre le fonctionnement des machines, leurs problèmes de fiabilité. Vous avez 100% avec ça. Le résultat, c'est l'équation économique, qui est une contrainte aujourd'hui, parce qu'on ne sait pas faire les deux. Comment y parvenir? Je laisse Ardon. Merci Jean-Pierre. Eh bien, la démarche que l'on propose, en fait, elle est assez simple. Hein. C'est collecter, analyser, capitaliser 100% des informations. Ça ne veut pas dire on va monitorer l'usine de la cheminée jusqu'à la cave, mais bien sûr choisir quelles informations on va faire rentrer dans notre modèle de maintenance que l'on va donc
instrumenté, bien sûr, mais aussi organisé pour être capable d'utiliser ces mesures. Le travail, il se fait, bien sûr, à partir de l'usine. Il faut qu'on puisse connaître sa décomposition, où sont les machines, qu'est-ce qu'elles font, comment elles fonctionnent. Il faut bien sûr récupérer des données. Alors il y en a déjà beaucoup dans les usines, hein. Dans les automates, il y en a de partout. Il y a bien sûr une GPAO pour certaines usines, même de la supervision, de la GTB. Ok, qu'est-ce qui nous intéresse nous en maintenance, concrètement? Ça va être des informations qui vont être très techniques finalement. Des données de vibration, des ultrasons, des températures. On va essayer de voir des mesures. L'IoT, les nouveaux machine learning vont nous aider à faire les moyennes plus rapidement que si on le fait nous-mêmes, parce qu'ils vont nous calculer les plages de manière optimisée. Il y aura des algorithmes, bien sûr, pour faire des calculs encore plus scientifiques. Mais à un moment, on va bien nous dire, chef, il y a un problème. Et c'est la machine qui va nous donner cette information. La grande question, c'est qui prend la décision? On y va, on n'y va pas? On arrête, on appelle la production ou on ne l'appelle pas? Eh bien, c'est là où le monitoring et l'organisation va pouvoir répondre à ça. Il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui prenne une décision. L'enjeu, c'est comment il va la prendre, cette décision. Sur un graphique très compliqué où finalement, sur la base de ses connaissances et de son expérience, qu'il va bien sûr, qui va être augmenté par le fait qu'en collectant et en mutualisant les données, on va pouvoir profiter d'une plus grande visibilité, une meilleure lecture de ce qui se passe. Mais ça va être prendre une décision de faire quelque chose. Faire du préventif parce qu'on peut anticiper, bien sûr faire du correctif parce que les pannes, il y en aura encore et encore. Je ne parle pas des pannes qui sont que liées à de la fiabilité, il y a aussi des erreurs humaines qui se passent dans les usines. Mais c'est aussi intégrer dans tous ces paramètres aussi la vie de l'usine et la sécurité. C'est pas important. Et quand on a des problèmes avec les sous-traitants et quand l'organisation, on change de rythme, comment tout ça, ça va se retranscrire finalement dans nos machines quand on va rentrer dans la période estivale où on va avoir beaucoup plus d'intérimaires et donc peut-être beaucoup plus d'erreurs de manipulation. Ces informations-là, nous on les capte et on les centralise dans un moteur de données qui va faire deux choses très simples. La première, c'est qu'un capteur, c'est une information. Pour nous, une opération dans une gamme, c'est un capteur. C'est une information que l'on va être amené à utiliser. Et le meilleur capteur que l'on ait encore aujourd'hui en maintenance, c'est le technicien qui, quand en plus il a une tablette et qu'il sait s'en servir, devient un capteur connecté qui est beaucoup plus intelligent qu'un capteur à ultrasons. En tout cas, c'est notre vision de l'expertise. L'enjeu, c'est que comment ce technicien, il va saisir ces informations dans des tablettes qui sont adaptées à sa problématique pour venir renseigner un système qui va lui donner deux éléments importants. Le premier, c'est qu'il y a des anomalies sur les machines, il faut bien les décrire. Et il faut les décrire en langage de technicien qui puisse être lu ou compris par une base de données. Ça veut dire que là, il y a de l'ingénierie pour savoir comment on va appeler une pièce qui est cassée. Elle est arrachée ou elle est cisaillée? Parce que ce n'est pas pareil pour l'ingénieur. Ce n'est pas la même cinématique. Quand on fait l'intervention, on intervient la nuit ou on n'intervient pas la nuit? Parce que les temps ne sont pas les mêmes. On a perdu du temps la nuit. Il n'y avait pas la clé du magasin. C'est un problème, ça. Ce n'est pas un problème technique. Non, c'est un problème d'organisation. Et là, il y a un plan de progrès à faire avec les magasiniers et avec le gardien pour optimiser tout ça. Donc ça en fait partie. On n'est pas que dans de la super haute technologie, on est aussi dans la gestion de la vie de l'usine au quotidien. Tout ça pour faire quoi? Finalement, avoir une vision sur les anomalies et les écarts, et ensuite, là, mettre un petit peu plus d'intelligence pour faire deux choses. Suivre l'activité et pouvoir donner des directions, des prises de décision vis-à-vis des managers. C'est à eux de prendre la direction et de la mener, mais c'est aussi mener des actions concrètes sur le terrain pour faire changer les choses. Et ce n'est pas en venant retourner l'usine et en mettant un énorme tuyau Internet à l'entrée qu'on change les choses. On change les choses parce que les gens fonctionnent différemment. Et ça, c'est de l'amélioration continue, c'est le lean manufacturing, c'est la nouvelle caisse à outils qui va bien pour qu'on puisse intervenir plus efficacement parce qu'on connaît mieux le type de panne que l'on rencontre. Et donc le multimètre, il le faut et puis c'est tout. Ça, ce sont les éléments qu'on essaye, nous, de faire remonter à travers les démarches que l'on intègre chez les clients. Alors comment on le fait? Comme on l'a dit encore tout à l'heure, des technologies, il y en a autant qu'on veut. On peut se servir dans tout ce qui existe. On utilise, nous, des outils qui sont très classiques et très à la mode, donc je dirais à la pointe de la technique actuelle. Tout ça, ça change très très vite, il faut bien sûr s'adapter, mais on veut faire quoi finalement avec cet outil ou ces outils?
Très simplement, on veut créer une base de connaissances, parce que pour qu'on puisse être plus efficace, il faut connaître. Celui qui ne sait pas, il découvre, s'il découvre, il perd du temps. Donc plus il en connaît, mieux il s'en sort. On veut pouvoir, bien sûr, gérer nos machines, parce que c'est elles qui font gagner de l'argent à l'usine, c'est comme ça qu'on gagne notre vie. Et ça se fait sur deux aspects. Il faut savoir faire du lean management, et même en maintenance, il faut savoir organiser son chantier, il faut savoir utiliser ses outils pour être efficace, il faut savoir les utiliser pour parler à la production sa langue, pour qu'elle aussi adapte ses gammes de changement de format, pour qu'elle soit peut-être un petit peu plus technique. On ne va pas passer notre temps à les relever des compteurs. S'ils peuvent le faire et que nous, on les récupère, les informations, ça nous intéresse. Ça, c'est de l'organisation. Et puis, c'est un business en réseau, oui. On travaille ensemble, on travaille dans la même usine avec peut-être les mêmes machines, peut-être pas dans la même usine, mais avec les mêmes machines, peut-être pas dans les mêmes entreprises, mais dans le même secteur industriel avec les mêmes machines. Peut-être qu'à un moment, il faudra se poser la question d'avoir, pas de Facebook de la maintenance, mais peut-être une base commune de retour d'expérience en ingénierie de maintenance. Ça, c'est intéressant. Alors, finalement, tout ça, c'est important, mais la vraie question, c'est où se situent les résultats que l'on essaye d'obtenir. Quand on regarde les coûts de maintenance, ils se répartissent à peu près, alors c'est des grandes moyennes bien sûr, sur 10 à 25% dans les énergies fluides, 65 à 80% sur le process, et puis 10 à 20% dans les bâtiments. Tout ça, bien sûr, c'est interconnecté. Je n'ai pas de chaudière, je n'ai pas de production. Je n'ai pas de chauffage, je n'ai pas de technicien dans l'atelier. Par contre, ce que l'on oublie souvent de dire, c'est que les résultats, ils sont aussi sur les coûts de sous-traitance. On sous-traite en moyenne, toujours, 40% du coût de la maintenance. Et cette activité qui n'est pas chez nous, qui est faite par des gars qui ne sont pas de notre entreprise, comment ils font pour capitaliser? Comment ils font pour nous donner les retours d'expérience? Qui maîtrise l'ingénierie que ces gens-là utilisent tous les jours sur nos machines et qui demain, parce qu'on a changé de contrat, ça arrive, on n'a plus. Alors on n'a plus les mecs. On peut encore faire une externalisation ou réinternaliser, ou on fait du transfert de personnel. On n'a plus l'ingénierie. Où y sont les papiers? Parce qu'il n'y a pas d'ordinateur. Où y sont les papiers? Voilà une des vraies problématiques. C'est qu'intégrer ces gens-là dans le processus, c'est faire que l'organisation de la maintenance, elle ait une valeur ajoutée, puisqu'elle est une entité à part entière de la valeur ajoutée de l'entreprise. Et ça, c'est un vrai enjeu d'organisation. Et les outils du numérique, c'est que des outils pour faciliter finalement la captation de ces données et pour partager notre savoir-faire en ingénierie vis-à-vis de ces sous-traitants, qui sont plus flexibles, qui sont aussi avec un turnover plus important. On parlait encore tout à l'heure des problématiques de recrutement. Je pense que tout le monde dans son bassin d'emploi ne trouve pas d'électromécanos. Et on ne parle pas des automaticiens, on ne parle pas des techniciens avec un tout petit peu plus d'expérience que du niveau 2 de maintenance. Voilà. Tout ça, c'est pour faire quoi finalement? On est toujours dans la même discussion. C'est on fait du préventif ou du correctif. On fait une politique de maintenance qui doit s'adapter à la fois à la machine, à son contexte de production, aux gens qui vont l'utiliser et qui doit, dans tous les cas, être disponible quand on s'en sert. Et ça, c'est un vrai enjeu. Alors, les résultats escomptés, grosso modo, 50% des résultats se situent dans les coûts directs et les dépenses de maintenance. C'est notre budget qui pèse sur le fonctionnement. C'est aussi à travers ce budget où on peut faire des choses dans les achats, dans les appros, dans la gestion des stocks. On a des pièces, on peut travailler. 40%, c'est les gains de productivité. C'est être plus efficace pour les sortir, parce qu'elles ont été préparées, parce qu'on a su faire un diagnostic, parce qu'on a une demande qui était claire, parce qu'on a un processus pour transmettre cette information rapidement et efficacement avec des gens qui prennent les bonnes décisions pour agir. Enfin, le dernier, c'est gagner aussi de la disponibilité. Bien sûr, l'enjeu, il est de faire quoi? Que le producteur qui a besoin d'1 heure de production, si on peut lui en donner 2, il est content. Donc tout le travail à travers ce type de démarche, c'est d'aller chercher ces heures, donc de savoir où elles se trouvent, de savoir comment les mettre à disposition de l'exploitant, tout simplement apporter de la valeur ajoutée. Puisque quand on produit, on fait de la valeur, donnons des heures de production, on apporte de la valeur. Alors, les facteurs clés de réussite, en fait, ça se traduit par 2 enjeux.
quand on se lance dans la démarche, c'est une démarche de changement. Il faut qu'on puisse rapidement démontrer un résultat. Il faut donc se donner des objectifs, et il faut que ces objectifs ils soient partagés. C'est pas de juste d'en haut jusqu'en bas, mais c'est bien un travail où on décide d'un projet. C'est trouver à l'intérieur de son équipe des gens qui soient capables de porter le projet. Très souvent, quand on parle du 4.0, ah bah lui il vient de sortir de l'école, c'est lui le gars du 4.0. Ah bon, mais il y connaît quoi la maintenance lui? Ah non, mais il est super fort en internet. Bon, voilà, on démarre de là pour commencer un projet de digitalisation difficile. Il faut qu'on mette des experts techniques avec des experts de l'informatique. Après, l'âge n'importe peu. Ce qui est important, c'est d'avoir les deux. C'est là la clé. Enfin, on communique à tous. Bah oui, il faut qu'on montre que ça fonctionne. Et la première boucle que l'on doit démontrer, elle doit rapporter concrètement des heures. C'est pas sur des sujets où on instrumente le cœur de métier ultra pointu, ultra spécifique. On va montrer avec des démonstrations simples que ça fonctionne. Et on demande aux experts de se mobiliser pour que ce modèle-là puisse être reproduit dans des niveaux de complexité dans l'organisation, mais aussi technique, technologique, de plus en plus évolués. La machine e-learning qui doit prendre 6 mois pour comprendre que là-bas c'est les toilettes et là-bas c'est l'atelier, c'est compliqué pour nous de démarrer comme ça. On va plutôt directement aller sur les machines, poser les bons capteurs, mais en expliquant concrètement comment ce capteur il doit se comporter et comment l'organisation de maintenance elle va agir en fonction de ces données. C'est là où il y a du métier. Le deuxième enjeu, c'est intégrer ça dans la culture. C'est qu'on a aujourd'hui des entreprises qui fonctionnent en le correctif, c'est super, on est tous des bons pompiers pyromanes. Moi, j'ai réparé la machine, je suis un cador. Oui, c'est vrai, ce métier-là, c'est un métier qui a de la valeur parce qu'on montre qu'on est capable de faire des choses. Le changement de culture, c'est dire, moi, je suis fort parce que mes machines ne tombent plus en panne. Parce que je fais des heures de production, donc moi, je suis en surveillance avec ma tablette et je gère quand est-ce qu'elle va être en panne. Ça, c'est très, très compliqué. On demande aux gens de quoi? Finalement, mettre leur pratique du terrain dans un outil pour donner leurs informations et aider le terrain à être mieux lu, mieux compris. On demande de dépasser des obstacles. Moi, j'étais le spécialiste, maintenant, je suis plus spécialiste, tout le monde l'est grâce aux outils numériques. Comment on met les gens dans cette logique de travail collaboratif? On doit travailler avec des nouveaux principes, des nouvelles méthodes. Alors, nous, on a fait une interface de tablette avec des gros boutons parce que 95% de nos utilisateurs ont des gros doigts. Ce sont des techniciens de maintenance, très simplement. Et démontrer le lien entre la pratique et la culture de la maintenance 4.0, c'est tout ça, finalement, l'idée du changement. Comme on le disait, il y a 10 ans, on n'avait pas de téléphone et certains étaient bien heureux. Enfin, 10 ans, j'exagère. Il y a 15 ans. Et aujourd'hui, on paye tous 40 € par mois. Et si on ne l'a pas, on tremble. On a une crise de panique. Donc ça, c'est aussi une culture qu'on doit faire passer. Alors, on ne veut pas mettre en panique la maintenance, bien au contraire. On veut justement lui donner une perspective et la rassurer sur le fait que les problématiques de ressources, les problématiques de gap technologique, ce sont des choses que l'on peut affronter avec les outils du numérique. Maintenant, il faut le faire dans un projet qui soit rassurant pour eux. Alors, la dynamique et le processus d'intégration, Jean-Pierre, je te repasse la main parce que le change management, c'est ton bébé. Alors, on a dit beaucoup de choses et ça peut effrayer, voire même certains se précipitent. Il y a une façon d'aborder le projet qui est, je veux dire, universelle. C'est du changement. Un changement s'intègre dans les organisations. Alors, les organisations, c'est virtuel, c'est des hommes qui la font. 9 mois. En 9 mois, c'est comme un accouchement en fait. Il faut le maturer. Et pareil, il y a un processus de développement de ce changement, la façon de l'intégrer. Donc intégrer une solution, c'est pas tout de suite vouloir dire allez, on va digitaliser tout le parc. Non, faites un projet pilote. Montez une équipe pilote, parce qu'il y a beaucoup trop de travail en maintenance et vous n'aurez pas le temps. Bien souvent, on pêche par ambition, par excès d'optimisme, et finalement, on s'est vu, nous, pourquoi on a fait ça? Parce qu'on s'est retrouvé, on a cru à des clients qui finalement ne se sont pas donné les moyens. Et c'est décevant pour nous, parce que c'est pas bon de voir qu'il y a un projet qui s'essouffle et qui finalement passe pas. Parce que c'est pas cher. Et des fois, on se dit, ben voilà, on a compris pourquoi dans l'informatique, des fois c'est cher. Parce que si ça avance pas, en tout cas, c'est payé. 3 premiers mois, la première chose, c'est des actions correctives dans le premier mois.
On fait un plan d'action adapté mois par mois et on vous suit mois par mois. Première chose, c'est corriger ce qui ne va pas pour pouvoir intégrer ces nouveaux changements. On ne va pas tout intégrer comme changement. Deuxième, on commence après à être plus proactif. On va commencer à mettre en place des actions d'anticipation, mais dans la mesure de votre capacité opérationnelle. Ça ne sert à rien de faire des to-do list qui finalement, on fait de la proscraterie. Je ne sais même plus comment on le dit. Voilà, merci. Ensuite, dans le troisième mois, il faut mettre en place des actions de pilotage qui vont permettre de passer. Donc, ce plan-là, c'est le plan trimestriel du changement. Si on ne suit pas strictement les actions, ça ne marche pas, ça dérive. Et on n'évitera pas le blocage. Parce qu'après, on passe aux actions de développement. C'est là qu'on peut commencer à penser à l'outil. Oui, il n'y a pas tout ce qu'il faut, ok, mais est-ce qu'il le faut? Commençons déjà à utiliser ce qu'il y a. On passe surtout à devoir démontrer des résultats. Les premiers changements, il faut les mettre en valeur. Il faut donner envie à toute l'équipe. Et là, on commence à devoir avoir un outil de pilotage. Il faut montrer les résultats. Vous faites tous du management de la sécurité, les causeries sécurité. Est-ce que vous faites des causeries fiabilité? Tiens, tes comptes rendus, parce qu'avec l'outil, je vais voir, à chaque fois tu me mets, ça tombe en panne, mais tu ne me mets pas pourquoi. C'est dommage. Faites des entretiens avec vos gens une fois par an pour dire « Purée, je suis contente de la qualité de tes comptes rendus ». Comment vous pouvez le savoir ça? Si vous n'avez pas digitalisé les comptes rendus. Vous ne pouvez pas monitorer le fait de dire « Attends, il y a plusieurs façons de dire la même chose dans l'équipe. On va devoir faire des sélections de mots. On va devoir un peu avoir le même langage pour s'exprimer. » C'est tout ce travail-là qui va permettre de développer les pratiques. Avec, en finalité, qui est très important, en moins de 90 jours, ce n'est pas possible. Et en moins de 9 mois, ce n'est pas possible. Ancrer les nouvelles pratiques dans la culture, c'est un changement de culture. Aujourd'hui, quelle est l'organisation industrielle ou de service qui dit avoir un service méthode? Vous en avez des gens méthode? Qu'est-ce qu'ils font? Parce que demain, ils feront de l'ingénierie. C'est quoi l'ingénierie? Ce n'est pas un ingénieur en maintenance. C'est pas ça. Hein. L'ingénierie de maintenance, l'objectif, c'est de mettre la valeur ajoutée chez le technicien de maintenance qui fait la maintenance. L'intelligence, elle est là. Avant de parler d'intelligence artificielle, elle est là. Et l'ingénierie, c'est juste apprendre des nouvelles façons de travailler. Là, on peut commencer à instaurer à partir de cette phase-là le processus d'amélioration continue. Et ce processus d'amélioration continue a pour seul objectif de vous rendre autonome. Pas captif, autonome. Vous allez vous-même, progressivement, la boucle, elle est lancée. C'est un processus de changement qui est vraiment très structuré parce qu'on n'a pas en face forcément cette culture-là. Et on s'aperçoit que le projet ne peut avancer que si on a vraiment un guide. Et ce guide, ce n'est pas forcément nous qui sommes derrière vous, ça coûterait trop cher. Ce guide, on vous le donne avec la démarche. Donc ce n'est pas juste un outil, la transformation. C'est l'organisation et la façon d'avancer. On nous a tous promis les GMAO. Ce n'est pas les GMAO qui sont mauvaises. Karl s'est planté dans des endroits, tout le monde s'est planté dans des endroits. Pourquoi? Parce que le projet n'a pas été mobilisé de la bonne façon. Ce n'est pas l'outil en soi. Les outils sont tous critiquables, ils se valent tous. C'est la façon dont on s'y prend qui ne va pas. Il n'y a personne de mauvais. Il y a juste, on ne se comprend pas et finalement, on se frite. Donc, 4 étapes. 4 étapes qui sont très importantes. La première, c'est analyser votre existant. Où vous en êtes dans vos pratiques. Et valider votre référentiel. Votre référentiel, c'est quoi votre niveau de connaissance sur le comportement des machines? C'est quoi vos données historiques? C'est quoi votre connaissance des coûts? C'est quoi votre niveau de formalisation des méthodes? Ensuite, quand on fait ça, première formation, c'est découvrir. Découvrir un outil, en prendre la main, comprendre comment les données sont structurées. Parce que vous ne ferez pas tout ce que vous voulez. Vous allez devoir changer votre façon de voir. Et là, en effet, on va passer dans une phase de paramétrage pour valider que ce que vous voulez est adéquat ou que l'outil est adéquat à votre besoin. Il ne s'agit pas de faire des développements spécifiques et d'acheter de l'informatique. Il s'agit de paramétrer. Parce que chaque industrie a son besoin. Chaque
Chaque service maintenance a ses spécificités un peu, mais c'est possible. On ne sort pas des grands développements. Validation d'adéquation. Ensuite, on passe à une formation méthode. Vos plans de maintenance, comment ils sont structurés? Quel est le niveau de regroupement de vos tâches? Est-ce que l'ordonnancement et le lissage arrivent à passer? Quel est l'outil avec lequel vous faites de la planification en maintenance? Excel, hein, je crois. Ou essayez Microsoft Project, mais je crois que c'est très compliqué encore. Donc c'est compliqué. Mais pourquoi? Parce que là-dedans, il faut analyser les pics de surcharge que vous avez quand la GMAO elle va vous sortir tout le préventif du mois. Et puis voilà. C'est comme une boîte email qui a craché tous ses emails. Vous le faites maintenant avec Google. Hein. Vous mettez en attente, vous mettez une date et ça ressort. Ça ne va pas résoudre le problème. Donc formation méthode. Formation des exploitants après avoir validé l'aptitude que vous avez à être autonome et commencer à prendre la main pour implémenter votre outil. Validation de services réguliers, capitalisation, c'est là où vous rentrez dans l'autonomie. Et ça en 9 mois. Pour un projet, tout est tracé. On vous donne les clés pour suivre et on vous accompagne pour vous stimuler, pour vous coacher en fait, parce que la connaissance vous l'avez, nous on connaît tous les travers. Mais sur un projet, sur une PME, c'est quoi une PME? 250 personnes, maximum 10 personnes en maintenance. On veut mettre des tablettes en marche, on veut notre ingénieur maintenance qu'on n'a pas, parce que 10 personnes, on ne peut pas se payer un ingénieur. On a besoin de faire des analyses, AMDEC, constamment. 6 jours de formation sur 3 mois. Pourquoi? C'est déjà lancer le projet. Il faut investir dans la formation. Ce qui freine les gens, parce que c'est attractif aussi la tablette, mais c'est aussi un risque. C'est que quand il va falloir travailler, il faut garder le cap, il faut être focus, il ne faut pas lâcher. C'est là où le soufflet se dégonfle. 3 mois. En 90 jours, vous changez vos pratiques, vous changez d'habitude. Mais c'est là qu'il faut mettre l'effort. Et c'est pareil pour nous. Arrêtez de fumer, tout ce que vous voulez. C'est pareil, 90 jours. 21 jours sans plancher. Vous gardez votre habitude et vous la changez. Pas. Ça fait mal, mais il faut garder le cap. Au bout de 21 jours, ça y est, c'est passé, c'est de rentrer dans le cerveau. Et c'est plus un problème. Donc en effet, avoir un processus étudié par rapport à votre secteur, par rapport à la maintenance, ça repose sur 3 choses. Il faut vous poser des questions sur votre organisation et vos pratiques. La phase audit conseil. Vous allez commencer à changer la partie méthode, ingénierie. Vous tirez vers le haut. Ça va transformer vos pratiques. Et tout ça repose, que ce soit avec un outil informatique ou l'organisation, vos processus, sur du change management, management du changement. Voilà. J'espère qu'on a éclairé un peu votre vision du 4.0. Merci de votre attente. Et en plus, et vous êtes bon dans le timing. Bravo. Bravo, merci. L'analogie, enfin la comparaison avec le fait d'arrêter de fumer, ce qui est bien, c'est qu'au moins quand on entreprend une démarche d'industrie 4.0, on ne risque pas de rechuter dans le 3.0 ou le 2.0. Enfin, faut espérer. Faut espérer. Sinon, voilà, ça peut coûter plus cher. Non, c'est pas rentable. Peut-être avant de lancer les questions, j'avais une petite question. Vous avez parlé à un moment donné pour justement le pas à pas et faire bien accepter ce changement, de créer pour l'impulsion justement et convaincre tout le monde d'avoir des changements, des petits changements, des petites améliorations concrètes. Ça, c'est un mot assez fort. Et justement, est-ce que vous avez dans l'expérience que vous avez auprès des entreprises que vous avez suivies, des exemples justement de choses concrètes qui vont faire que la démarche va être acceptée de tous? Alors, le premier point le plus important, c'est de bien comprendre que tout ça, ça marche parce qu'on a collecté des données. Donc la première chose, c'est collecter les données. Donner du sens aux gens qui font des comptes rendus depuis 30 ans et à qui on dit ouais, il faut faire des comptes rendus. Mais pour se justifier ou pour en faire quoi? Donc là, je pense qu'il faut remettre les choses à leur place. C'est déjà par les gens de terrain que les choses changent, pas parce qu'un manager le décide. Donc c'est à ce niveau-là que le changement commence. C'est que les gens voient l'intérêt d'utiliser une tablette, qui est un autre support qu'un papier, et qui se disent bah, tiens, maintenant je vais pouvoir voir les interventions. Je peux interroger une base de données par des symptômes, comparer un moteur à un autre moteur. J'y ai accès. Et donc si on donne cet accès et on donne ce sens-là, c'est le premier changement. C'est donner l'envie.
Parce qu'on peut être pessimiste dans un projet, il y a des pessimistes, bon, on n'y croit pas, on est sceptique. Ben, c'est quoi la motivation? C'est la combinaison de cet optimisme, cette ouverture d'esprit, de cette envie et d'être convaincu que ça peut rapporter. C'est ces trois facteurs-là qui doivent être mis sur, on va dire, c'est une préoccupation qu'on doit avoir pour les gens de terrain. Parce que c'est toujours eux à qui on demande de faire le maximum. C'est toujours eux qui vont porter encore plus quelque chose. Ah, tiens, une tablette. Ben voilà, un truc. On va nous demander quelque chose en plus. Et je ne sais pas à quoi ça va servir. Ok, donnez ce sens-là. Moi, je mets l'accent que sur ça. Donc, un cas concret, c'est des installations concrètes. On forme les gens à la tablette, comme l'a dit Arnaud, et on leur montre ce que ça fait. Et progressivement, on a convaincu les gens de l'intérêt que ça peut avoir. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des questions dans l'assemblée? Oui, je vous en prie. Pour convaincre les gens, alors c'est communiquer. Tout projet de changement passe par une communication préparée. Donc ce n'est pas juste l'achat d'un outil et voilà, on vous informe qu'on va installer un outil, on a désigné Pierre, Paul, Jacques pour en être les chefs de projet. Ce n'est pas suffisant. Il faut déjà partir de où vous en êtes aujourd'hui, dans comment vous êtes, vous m'avez posé la question, comment les convaincre? Ils sont convaincus de quoi aujourd'hui? Et pourquoi? Et quand on va chercher ça, problème bien posé, à moitié résolu. Donc déjà, ça passe par une analyse un peu de cette configuration que vous avez par rapport aux gens. C'est quel est leur niveau de conviction aujourd'hui, quels sont les freins auxquels on peut se rencontrer, on va rencontrer, et quel type de communication il faut avoir. Adapté à leur compréhension, c'est-à-dire parce que les bonnes paroles, ils en ont marre. Il faut que ce soit des choses concrètes, il faut que ça parle vrai, il faut qu'ils le sentent, il faut qu'ils le touchent. Donc ça passe par une communication. Dans le plan de management de projet, on vous aide à ça. Cette communication, on la fait nous-mêmes ou on vous la transmet, mais en effet, c'est pour ça que c'est un projet pilote qu'il faut faire. Parce qu'à la fois, il est possible, on a eu aussi des clients qui ont essayé pendant 1 an et qui nous ont dit on n'est pas prêt. Parce que c'était des changements qu'ils ne pouvaient pas assumer. Il a dit c'est super, votre outil, c'est puissant, mais on n'est pas prêt. Et c'était Airbus, hein, pour vous dire. Pour compléter aussi, c'est à la fois, comme le disait Jean-Pierre, une démarche de communication, mais c'est aussi un travail avec les techniciens. On organise par exemple avec eux, vous connaissez tous les percées productivité, on vous dessine le processus de l'usine, nous on le fait avec le processus de la maintenance. Et c'est marrant comme quand on pose la question à plusieurs techniciens qui viennent comme les autres avec des post-it et des gommettes, bah, ils vous font le compte-rendu de l'audit avant même que vous ayez fini l'évaluation. Parce que les points qui vont vous faire ressortir, c'est très souvent, à 80% des cas, les conclusions. Et donc, on n'arrive pas à faire les comptes rendus, hein, parce que ça ne va pas bien. Ah, et si on vous donnait un outil numérique qui pourrait vous permettre de les faire peut-être plus facilement, en passant la barrière de je ne sais pas bien écrire ou de la timidité, du coup, ça les intéresse. Et on va commencer par là le projet, alors si c'est ça votre point. On n'arrive pas à planifier. Et si la planification était automatique, parce que vous avez décidé quand est-ce que vous allez mettre les échéances, une fois pour toutes, et ensuite vous ferez que des adaptations. Ça nous intéresse. Ok, on va mettre en place l'outil numérique digital qui va vous permettre de le faire. Bien sûr, tout est lié et tout a un sens. Et quand on veut leur faire rentrer un pied par la porte ou par la fenêtre, l'outil démarre et la capitalisation commence. Et on n'a pas le capteur qui va bien. Ok, on en met un, on le met où? C'est à eux de le dire. Par contre, une fois qu'on l'a mis, on le suit et on s'en sert de ce capteur. Qu'est-ce qui nous fait gagner en maintenance au final? Et ça, ce sont tout un tas de groupes de travail, comme le disait Jean-Pierre. Quand est-ce qu'on fait des causeries fiabilité? Nous, on en fait. Pour justement mettre les gens en situation d'animer leur ingénierie collectivement. Et parfois, ça se résume à un beau bout de papier marron avec des post-it. Mais ne vous inquiétez pas, la méthode utilisée, c'est celle qui figure aujourd'hui dans les outils. Et on les forme en même temps à la méthode, qui vont demain non plus faire eux-mêmes, mais dont ils vont avoir un résultat qu'ils sauront exploiter puisqu'ils connaîtront le mécanisme informatique qu'il y a derrière. Donc voilà, c'est par ce type d'action, et bien sûr ça dépend de chaque client, de son niveau de maturité. On ne fera pas les mêmes choses dans l'aéronautique que l'on fait dans la PME de l'imprimerie du coin. Bien sûr, on s'adapte aux hommes qui sont en place. Moi, je voudrais vous dire juste une dernière chose par rapport à ce sujet-là, c'est oublier définitivement que c'est un projet de digitalisation et de 4.0.
Oubliez, ce n'est pas ça. C'est un projet de transformation de vos méthodes de travail. Et le digital, c'est juste un outil à disposition. Et ce n'est pas ça qui doit justifier l'envie de faire quelque chose. C'est que déjà, ça part des problèmes d'aujourd'hui. Et la question, c'est de vérifier l'adéquation que l'outil va pouvoir répondre. Et notre outil, ce n'est pas un outil de GMAO. C'est un outil, c'est une plateforme d'ingénierie collaborative de la maintenance. C'est-à-dire tout ce que vous avez rêvé, c'est d'avoir vos plans de maintenance, de les monitorer opération par opération, en disant, ça y est, ma connaissance technique, c'est un outil de gestion technique, pas économique. Technique. Et vous avez la main. Et il s'interface s'il faut, mais vous n'y arriverez pas, ça sera interdit, vous verrez. On a eu tous les cas. Par contre, c'est votre outil. C'est là où vous allez pouvoir faire vos analyses AMDEC. Parce que l'algorithme qui fait papa-maman, oui, c'est sur des données hétérogènes, mais en maintenance, on n'a pas besoin de données hétérogènes. Si on sait ce qu'on veut, on le met sur la tablette et point barre. On sait cause, effet, remède. Notre outil, c'est tout simple. Il mesure la criticité dynamique de vos machines, de vos gammes, de vos opérations, de vos organes, et il vous envoie les alertes de dérive. Et s'il y a un capteur demain qui envoie une information, eh ben, il va analyser statistiquement la chose. C'est quoi la criticité? Ce n'est pas l'algorithme savant. Avec l'AMDEC, c'est fréquence, gravité, détectabilité. Et ça donne un numéro, et là, nous, on change les couleurs. Et si en plus ce numéro a changé par rapport à 12 mois, c'est des statistiques simples. C'est que demain, cet algorithme, c'est vous qui allez le changer, parce que vous allez l'adapter au changement de votre contexte. Et on vous donne la main. C'est un open source. Et ce n'est pas ça qu'il faut vendre, même si là, je suis en train de vous le vendre. Ce qu'il faut comprendre, c'est la nécessité de changer. Et que d'abord, c'est un projet d'organisation. Parce qu'il n'y aura pas de projet informatique sans que l'organisation puisse l'intégrer. Et c'est pour ça qu'on a essayé de faire au mieux, parce que quand on aborde la partie ingénierie, c'est l'outil. Mais on travaille les méthodes. L'outil, c'est juste, ça remplace Excel, c'est tout. Hein. Si ce n'est pas intéressant, il n'y a pas de souci. Dans le projet, ce n'est pas utile. Parce que ce n'est pas ça qui doit se vendre. Ce qui doit se vendre, c'est votre évolution, votre transformation. Et arriver à faire les changements pour vous préparer à choisir l'outil de demain. Voilà. Merci de votre écoute. S'il n'y a pas d'autres questions ou par la suite, s'il y a des questions individuelles, ben, on est à votre disposition. Merci, bon appétit à tous. Merci beaucoup. Au revoir.